Il est essentiel d'avoir une bonne stratégie de croissance pour assurer la pérennité d'une entreprise et pourquoi pas avoir de nouvelles opportunités. Stratégie de croissance est le thème qui nous réunit ce soir et pour en parler, je suis accompagnée de quelqu'un qui s'y connaît. Il s'agit bien sûr de monsieur Nathanaël Apedinou, entrepreneur. Bonsoir à vous et bienvenue dans Entrepreneur. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficiez de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15. Entrepreneur, le rendez-vous des bonnes affaires. Bienvenue à vous et encore une fois, merci de nous suivre. Nous parlons aujourd'hui de stratégie de croissance avec monsieur Nathanaël Apedinou. Comment les entreprises peuvent-elles passer de start-up à des entreprises établies? Monsieur Nathanaël, bonsoir à vous. Bonsoir madame, comment vous allez? Ça va, merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Merci. Aujourd'hui, nous parlons de stratégie de croissance avec vous et vous allez nous expliquer comment les entreprises peuvent passer de start-up à des entreprises établies. Et tout de suite, j'aimerais vous demander quelle est l'importance de l'innovation, de la créativité dans une entreprise. Merci déjà pour la question. L'innovation dans une entreprise de nos jours constitue le moteur principal de développement. Déjà, nous pouvons dire que nous sommes dans un monde où le consommateur, le client, l'utilisateur attend beaucoup plus de l'entrepreneur que l'utilisateur d'avant. Je peux dire que aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, le monde est beaucoup plus enclin à la création de multiples formes d'entreprises. Donc, pour permettre à une entreprise de rester sur le marché, de se positionner et d'évoluer dans le temps, il faut un processus d'innovation constant. Donc, ce processus est sine qua non au développement et au maintien de cette entreprise. Sans innovation, aujourd'hui, une entreprise qui se crée ne peut pas survivre plus de 3 ans sans innovation. Donc, l'importance de l'innovation dans une entreprise aujourd'hui constitue le socle même de sa survie. Donc, voilà un peu du côté innovation. Y a-t-il un moyen d'encourager cela? Pour encourager l'innovation, oui. L'innovation, il faut dire que ça a un prix, un très grand prix, parce que avant d'accéder au processus d'innovation, il faut injecter assez, de risques. Du côté fonds, du côté temps, il faut un grand sacrifice. Si vous voyez, le processus d'évolution des moyens de transport, de la médecine, dans tous les domaines, il a fallu que les États injectent de grands fonds pour que l'innovation puisse éclater. Donc, avant de pouvoir accéder à ce processus d'innovation, il faut un environnement qui accepte le risque. Il faut des gens prêts à pouvoir supporter le risque et des gens prêts à pouvoir s'investir dans le risque. Sans quoi, on ne peut pas vraiment accéder à cette innovation. Nous ne serons que dans un maintien de systèmes qui fonctionnent déjà, mais qui, en tout cas, dans un espace de temps de 10 ans, sera totalement obsolète. Est-ce que l'innovation fait partie des idées qui favorisent la croissance d'une entreprise? Oui, parce que l'innovation, avant tout, n'a pas juste pour but de créer de la valeur ajoutée, ni de faire développer une entreprise, mais l'innovation donne de la motivation également aux consommateurs. Une entreprise qui propose déjà un service, lorsqu'elle dure dans le temps sur le même service sans apporter d'autres formes d'innovation, ça fatigue et ça ennuie le consommateur. Ce qui permet de pouvoir
freiner cette entreprise dans son élan de conquête de nouveaux utilisateurs ou de nouveaux clients. Alors, pour pouvoir s'étendre, d'abord pour toucher d'autres clients, parce que votre première base clientèle sait déjà ce que vous faites. Et donc, le processus d'évolution n'est pas tellement grand à ce niveau. Donc, pour convaincre d'autres clients, il faut apporter de l'innovation qui permet déjà d'encourager les anciens clients et de permettre à de nouveaux clients de s'engager avec vous. Mais on peut toutefois décider d'innover et prendre de grands risques et perdre peut-être nos anciens clients. Oui, effectivement, on peut décider d'innover et perdre ses anciens clients. C'est pour ça, dans le processus de l'innovation, il faut s'assurer que dès le début de la naissance même de l'entreprise, il y a une planification qui a été faite sur les ajouts de toutes les innovations que vous aurez déjà à faire. Je prends l'exemple de WhatsApp et de Facebook. C'est des applis, par exemple, des applications qui ont été conçues pour faire des mises à jour sur la durée. Imaginons que ces applications étaient des applications qui ont été conçues et qui doivent rester statiques sur ce qu'elles avaient déjà proposé au début. Ça ne fonctionnerait pas trop aujourd'hui. Ça n'encouragerait pas les utilisateurs et d'autres personnes ressources à entrer en partenariat avec ce business model. Ce qui fait que il faut d'abord, lorsqu'on se lance, s'assurer que le socle sur lequel va reposer toute la carrière ou tout le développement de l'entreprise, ce socle-là peut consommer toutes les innovations qui viendront. Et pour revenir à notre thème, stratégie de croissance, oui. Quels sont les critères que les entreprises peuvent utiliser pour choisir une stratégie de croissance spécifique? Oui, les critères que les entreprises doivent utiliser. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'innovation, de développement sans parler du digital. Le digital, c'est le monde de l'avenir. Et toute entreprise qui n'intègre pas aujourd'hui le digital ne pourra pas survivre dans les 10, les 20 prochaines années. Donc, le digital, c'est un premier critère, voilà, sur lequel doit se baser toute entreprise. Il y a encore d'autres critères que nous pouvons soulever, et c'est les paiements électroniques. Non seulement il faut du digital, mais il faut intégrer tous les moyens de paiement électronique, sans quoi vous ne pouvez pas toucher de nouveaux horizons, de nouveaux consommateurs. Donc, nous avons d'autres, voilà, que nous pouvons citer, d'autres critères qui sont très, très, très diversifiés selon chaque type d'entreprise et selon chaque type de projet. Oh, d'accord. On ne peut pas parler d'une entreprise sans parler de la proposition des nouveaux produits. Quel rôle jouent les nouveaux produits dans la croissance d'une entreprise? Oui, les nouveaux produits sont en quelque sorte une forme d'innovation. Voilà, parce que on peut avoir des nouveaux produits sans avoir forcément une innovation. Mais les nouveaux produits pour le consommateur sont déjà un petit degré d'innovation. Maintenant, il faut s'assurer que ces nouveaux produits rentrent carrément dans une nouvelle vague d'horizon de consommateurs. Lorsque déjà vous mettez en place de nouveaux produits, ça vous permet de diversifier, de segmenter votre part de marché et de toucher de nouveaux clients. Et ces nouveaux produits constituent en quelque sorte une hausse de la rentabilité déjà de l'entreprise. Et si ces produits ne plaisent pas aux clients? Oui. Oui, si ces produits ne plaisent pas, c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Et nous devons comprendre, nous prenons l'exemple de Google. Google investit sur beaucoup de projets et des milliards qui n'ont pas marché parce que le consommateur n'a pas été satisfait ou n'a pas consommé le produit. Mais ça ne laisse pas pour autant de continuer par proposer de nouveaux produits. Les nouveaux produits sont une touche particulière que chaque entreprise doit apporter, voilà, à sa clientèle pour le garder. Si on comprend bien, quand je fais le choix de proposer un nouveau produit qui complètement n'a pas été apprécié par mes clients, est-ce que j'aurai le courage de prendre le risque de proposer un autre produit? Oui, c'est pour ça que il faut s'assurer d'abord de mesurer le marché, de faire une étude de marché, de s'assurer d'abord que la clientèle, voilà, que vous voulez proposer, à qui vous voulez proposer ce produit est déjà disponible et est déjà adapté, voilà, à le consommer. Il y a certains
produits technologiques, par exemple, qui ne sont pas adaptés pour le Togo ou pour l'Afrique. Et donc, si vous décidez de le proposer, il faut se demander si les consommateurs sont prêts. Et c'est comme ça également dans d'autres domaines. Il faut s'assurer d'abord que la clientèle soit disponible et disposée à pouvoir consommer ce produit. Sans quoi vous prenez un grand risque. Et il faut quand même lorsque vous décidez de prendre ce risque, s'assurer que le risque est mesuré en ne démarrant pas le produit immédiatement à grande échelle, mais en démarrant le produit de façon mesurée, hein, afin de toucher la clientèle peu à peu pour s'assurer que le produit va demeurer dans le temps. Proposer de nouveaux produits voudrait dire augmenter la capacité de production. Oui. Est-ce qu'il y a des investissements précis, pourquoi pas solides, pour augmenter la capacité de production? Oui, voilà pourquoi il faut s'assurer d'abord si on a les reins solides dans son entreprise avant de s'engager sur de nouveaux produits. Parce que des nouveaux produits, c'est de nouveaux challenges. Il faut veiller à ce que voilà les investissements qu'il faut, vous avez les moyens de le faire et ça ne va pas ébranler voilà, de l'entreprise. c'est ça de l'entreprise. Mais déjà, notons que forcément vous devez faire de nouveaux investissements. Mais ce qui est bien déjà avec les nouveaux produits, ça ne consomme plus assez de ressources comme déjà lorsque vous étiez au début. C'est ce genre de modèle économique, oui, qui a permis par exemple à Google, à Facebook et autres de rentabiliser rapidement. Parce que nous voyons par exemple l'exemple de Google qui rachète Android, qui rachète YouTube. Ces plateformes qui, a priori, n'étaient pas pour Google, mais ça constituait de nouveaux produits qu'il a proposés permettant de toucher voilà, des publics voilà, les plus diversifiés possibles. Donc déjà, lorsque vous avez des nouveaux produits, vous avez 2 produits, 3 produits sur le marché avec un même socle. Déjà, ça diminue un peu les charges fixes qui sont sur la société. Alors, vous avez des charges fixes qui voilà, ne vont pas peser sur un seul produit. Comment est-ce que ça diminue les charges? Oui, je prends l'exemple voilà, de quelqu'un qui veut faire Timoni ou Flouze. Voilà, et il prend une baraque, il met quelqu'un là-bas, il le paie à 30 000 le mois. Ça, toute son activité est basée juste sur le digital. Mais je prends l'exemple d'un autre entrepreneur qui crée une alimentation générale, qui vend les surgelés, les congelés, et qui au même moment fait Flouze et Timoni. Quand il y a un problème de connexion, alors au moins il vend les surgelés, il vend les bonbons, il vend quelque chose qui lui permet de rentabiliser dans cette journée. Mais lorsque vous êtes calqué sur un seul produit ou un seul service, dès que vous avez un grand concurrent, si vous ne savez pas faire, vous mourrez dans voilà, dans ce compartiment-là. D'accord. Sur quel genre de critères les chefs d'entreprise doivent se baser pour sélectionner des partenaires assez stratégiques? Oui, pour sélectionner les partenaires assez stratégiques, d'abord, le critère, il faut d'abord la fiabilité. Vous savez, beaucoup de partenariats en Afrique ne sont pas fiables. Il n'y a pas vraiment cette confiance-là qui permet, voilà, dans le temps de construire des développements élevés. Nous avons beaucoup de partenariats qui ne sont pas vraiment des partenariats totalement équitables. C'est-à-dire, lorsque vous voulez établir un partenariat, il faut s'entourer des contours. Il faut s'entourer d'abord de la fiabilité du partenaire. C'est l'un des premiers critères. Il faut s'assurer que le partenaire n'est pas trop gourmand. Parce que lorsque dans le partenaire est trop gourmand, il vous assomme, il vous étouffe. Et si vous ne savez pas faire, il vous contourne. Donc, le partenaire doit pouvoir être moins gourmand. Ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Et vous devez vous assurer également qu'il y a d'autres critères comme le respect, voilà, du contrat donné et que les aspects juridiques aussi soient totalement protégés. Parce que vous pourrez nouer un partenaire avec une entreprise, avec des gens qui, au finish, lorsqu'il y a un problème, ils appellent un juge, on est en Afrique, ou ils appellent quelqu'un, une autorité, et puis on bloque votre contrat que vous avez fait. Ce qui fait que le contexte africain, voilà, de partenariat, il faut s'assurer d'abord que voilà, votre partenaire est fiable et votre partenaire est un véritable entrepreneur. Sinon,
vous lancez dans des contextes que vous n'allez pas maîtriser et qui vont totalement vous détruire. Parlons de contrat et je pense que tout homme ayant accepté de signer un contrat Oui, sera dans l'obligation de respecter ce contrat-là. oui, Mais on peut toutefois respecter tout contrat oui. et après, à la longue, je me rends compte que cette personne-là que j'ai choisie comme partenaire n'est pas vraiment fiable. Oui. Dans ce cas-là, qu'est-ce que le chef d'entreprise peut faire? Oui, le chef d'entreprise rencontre toujours ces genres de difficultés. Mais ce qu'il faut noter d'abord, c'est que il faut s'assurer de maîtriser le secteur dans lequel on veut nouer un partenariat. Et lorsque voilà, vous maîtrisez déjà le secteur, il faut prendre les services juridiques qu'il faut, parce que un bon contrat, la personne peut vouloir la respecter, mais si les aspects juridiques ne vous protègent pas, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez rien fait et vous prenez un grand risque qui risque voilà de vous coûter très cher. Alors, il faut voir également l'aspect juridique, mais il faut voir également l'aspect clientèle. Parce que une entreprise peut aller nouer, voilà, un contrat de partenariat avec une société dont la notoriété déjà parmi, voilà, la clientèle est déjà bâclée ou bien est déjà mauvaise. Alors vous prenez également ce coup-là, parce que dès qu'on entend que vous avez fait ce partenariat avec telle structure qui n'a pas déjà un bon aura ou bien une bonne cote de popularité, vous pourrez gâter votre clientèle. Donc, il y a beaucoup de critères à respecter dans le cadre de, voilà, du partenariat que vous Dans nouez. le cas où on arrivait à perdre un de ses partenaires, peut-être un gros partenaire, Oui. quelles sont les conséquences que cela peut avoir sur l'entreprise, sur les fonds de l'entreprise? Oui, ça peut avoir un très grand impact parce que dans une entreprise, c'est des prévisions. Et lorsque l'entrepreneur fait des prévisions et que après ces prévisions ne se soldent pas par ce qu'il attend, et ça fausse totalement toutes les données et ça risque d'ébranler totalement l'entreprise. Et voilà pourquoi dans ce cas, il faut toujours avoir un plan A, un plan B, un plan C, voilà. Et ne pas, voilà, mettre, comme on le dit, tous ses œufs dans un seul panier. Il faut avoir plusieurs partenaires stratégiques dans le même domaine dans lequel vous voulez nouer le premier partenariat. C'est ce qui vous permet lorsque, voilà, il arrive que vous êtes ébranlé par un partenaire, d'autres partenaires qui peut-être vous attendaient avant que voilà vous ne les évitiez pour aller chez le premier, ils peuvent également voilà renouer ce genre de partenariat avec vous. Je prends l'exemple voilà de quelqu'un qui a besoin d'un certain type de ciment pour pouvoir construire, qui est dans le BTP par exemple. Lorsqu'il noue un partenaire avec une cimenterie, il ne doit pas négliger toutes les autres cimenteries. Lorsque peut-être la première cimenterie qui devait le livrer, peut-être un stock ne va pas pouvoir honorer son contrat, il peut se rabattre sur tous les autres. Voilà un peu, voilà, des exemples que nous pouvons tirer des différents partenariats. Mais au cas où cela arrivait, est-ce qu'il y a un trou, le trou que ça peut causer un trou dans l'entreprise, Oui, un grand trou peut-être. oui, Comment, qu'est-ce qu'il faut pour faire pour éviter cela? Est-ce que ok. ça peut, d'une manière, tuer une partie de l'entreprise? Oui, ça peut tuer l'entreprise, ça peut amener même l'entreprise à fermer. Et parce que, voilà, nous pouvons voir la fois passée des vidéos qui circulaient sur le géant africain Aliko Dangote qui, voilà, avait déjà fait établir, voilà, sa raffinerie, mais qui n'avait pas de matière brute. Et voilà, parce que, voilà, ceux qui devaient le vendre, voilà, la matière brute, il y avait des contrats qui cloisonnaient tout ça et avaient refusé. Donc, ça a même failli. Bon, les spéculations disent Dangote n'a pas pleuré pour ça, d'autres disent il a pleuré pour ça. Mais de toutes les manières, ça a ébranlé vraiment ce géant qui, en tout cas, n'est pas à son premier coup d'essai. Parce que dès que vous faites des prévisions, et ça dépend de l'ampleur du partenariat que vous nouez, lorsque ça n'entre pas, ça peut faire sombrer l'entreprise. Voilà pourquoi, des fois, il faut exiger des contrats écrits, des contrats, des clauses juridiques qui engagent lorsque le partenaire ne respecte pas sa partie du contrat.
Et toutes ces clauses, vous devez vous assurer que, voilà, elles sont protégées dans un contexte donné. Parce que dans d'autres contextes, vous pourrez vous entourer de tout ça, mais au finish, c'est un coup de téléphone qui va sauter tout ce contrat en l'air. Donc, vous devez vous assurer que le pays dans lequel vous êtes, la justice fonctionne très bien et que tout fonctionne très bien pour pouvoir nouer ce genre de partenariat. Donc, lorsque vous nouez le partenariat, assurez-vous juste que tout soit voilà, mis en œuvre pour que, au cas où il y a un problème, et que vous ne soyez pas totalement perdant. Comment les entreprises peuvent-elles réussir à maintenir leur positionnement unique sur le marché? Oui, pour aujourd'hui, dans un monde en pleine concurrence et en pleine innovation, pour se maintenir sur le marché, la première chose, c'est de sortir de l'existant. Pour toute entreprise, il faut, Sortir de l'existant, oui, ce qui veut dire? sortir de l'existant. Aujourd'hui, si vous voyez l'écosystème entrepreneurial, surtout togolais ou africain, ça ne fait que la même chose parce que celui-ci fait ça, ça gagne, on copie. Mais il n'y a Non, mais pas... souvent, il est bien d'imiter le bon exemple. Non, le bon exemple, ce qui marche déjà, lorsque vous le copiez, vous partagez la même part de marché. Donc déjà, si c'est 10 000 clients que voilà cette personne touche, lorsque vous le copiez, vous allez gagner dans ces 10 000 clients parce que c'est les 10 000 clients là qui utilisent son produit et qui connaissent son service. Mais Prenons déjà, l'exemple de oui, nos amis musulmans. Ils oui, sont souvent nombreux à faire le même commerce, les oui, mêmes activités, oui. mais cela fonctionne très bien. Oui, voilà, cela fonctionne très bien, mais déjà, il faut dire que ce type d'entrepreneuriat est révolu aujourd'hui. Et ça avait marché dans le temps, mais aujourd'hui, c'est totalement révolu. Et vous allez voir que même, voilà, nos amis dont vous parlez, ils ont un écosystème culturel et une manière de fonctionner culturelle qui leur permet de toutes les manières de s'assurer. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, lorsque, voilà, excusez-moi, un musulman met en place une boutique de vente de portables, et les coûts qu'il a dépensés pour l'avoir, le local dans lequel il est, beaucoup de personnes peut-être sont derrière qui supportent tout ça et qui le permettent également de se développer en le protégeant. Mais le contexte n'est pas toujours le même pour nos entrepreneurs qui ne sont pas forcément dans cette sorte de culture, ce qui permet de diminuer beaucoup les risques. Là, par exemple, chez eux, quand tu veux entreprendre, le grossiste, vu que tu es son frère, la manière dont il va te traiter, la manière, le coût auquel il doit te livrer le produit, tout ça est différent de quand tu quittes toi-même, tu vas en Chine, tu vas payer les choses, personne ne t'accompagne, tu es seul boss, tu prends une boutique qui Oui, coûte mais cher. ceux qui vont en Chine actuellement, ou bien ceux qui arrivent à aller en Chine maintenant, c'est parce qu'ils ont les moyens maintenant. Au début, ils n'avaient pas l'opportunité ou bien ils n'avaient pas les moyens pour aller en Chine. Ok. Oui, ce genre d'activité ne développe pas l'Afrique. Aller en Chine et importer des marchandises pour venir vendre, ça ne développe pas l'Afrique. Pourquoi? Parce que le consommateur ou le semi-grossiste ou le grossiste ne peut jamais gagner plus que le fabricant. C'est le fabricant qui est le premier gagnant. Et aujourd'hui, pour que nos entreprises puissent vraiment prospérer et éclater, il faut un processus de création de valeur ajoutée, de création, voilà, de biens, de création voilà, de tout ce qu'on peut appeler innovation pour pouvoir permettre voilà, de toucher la clientèle africaine. Mais lorsqu'on importe un produit et qu'on le commercialise, la première richesse va directement au fabricant. Ce qui fait que tant qu'il n'y a pas d'innovation et quand on importe quelque chose, on peut juste mettre une innovation pour commercialiser, mais cette innovation n'est pas pérenne et ne dure pas pour impacter la richesse de l'économie locale. Alors, ça ne retourne qu'aux fabricants et ça n'avantage pas nos pays. Voilà pourquoi il faut de l'innovation. La deuxième chose, il faut y mettre un processus totalement autre. Dans le processus d'acquisition, parce que lorsque le produit est innovant, il faut un processus optimal. Et donc, lorsque le processus est optimal, ça permet au consommateur de vouloir tester, ouais, ça suscite une curiosité qui permet de créer voilà, un dynamisme dans l'écosystème économique. Donc, il y a d'autres choses également et sur lesquelles les entreprises doivent se baser, comme la publicité et autres, pour pouvoir développer leur entreprise.
Ainsi que toute entreprise doit aller dans le sens du changement. Oui. Et est-il nécessaire à toute entreprise d'être prête à s'adapter au changement du marché et surtout aux nouvelles opportunités? Oui, c'est nécessaire. C'est vrai que beaucoup d'entreprises qui n'ont pas su s'adapter et se réadapter, s'adapter, se réadapter, et meurent. Voilà, vous voyez beaucoup d'entreprises qui meurent par faute, voilà, d'innovation et d'adaptation, voilà, de processus de commercialisation. Des fois, le produit est innovant, mais le processus est toujours un ancien processus qui ne permet pas, voilà, aux clients de s'intéresser de nouveau à votre produit. Ce qui fait que aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, il faut carrément faire tout pour pouvoir mettre en place un nouveau processus pour attirer une nouvelle clientèle qui s'adaptera au fur et à mesure. Dans le cas où, et que peut-il arriver à une entreprise, autant pour moi, qui ne fonctionne pas avec le changement? Une entreprise qui ne fonctionne pas avec le changement, comme je l'ai dit, risque de mourir voilà, dans les 10, les 20 prochaines années, excusez-moi. Parce que cette entreprise, au fur et à mesure que les choses changent, les processus changent, elle n'intègre pas, voilà, ces nouveaux processus de changement, l'utilisateur se déconnecte et va vers l'innovation. Parce Est-ce que que, je peux décider de oui. rester sur ma position et quand même faire des bons chiffres d'affaires? Non, si vous faites de bons chiffres d'affaires en restant sur votre position, ça ne peut que durer un temps, un petit temps. Mais vu l'allure voilà du changement des choses, ça ne va pas durer. Vous mourrez certainement. Vous allez mourir sans changement, sans innovation, sans autre processus, sans un dynamisme dans votre entreprise. Vous mourrez forcément parce que l'entreprise c'est comme un vélo. Vous arrêtez de pédaler, ça tombe, ça ne maintient plus, ça ne se maintient plus en équilibre. Quel est l'impact, Ouais. l'impact que peut avoir une entreprise qui ne fonctionne pas ou bien qui n'aime pas la stratégie de croissance, qui ne veut pas intégrer de nouvelles choses, qui ne veut pas s'améliorer? Oui, c'est vrai que beaucoup d'entreprises également, bon nombre d'entreprises ne veulent pas peut-être se développer jusqu'à une certaine hauteur, vu la vision de leur promoteur ou de leur voilà, fondateur. Mais il faut reconnaître que aujourd'hui, le monde va vers la spécialisation. Et donc, lorsque voilà, ce que vous faites, vous n'êtes pas leader meilleur dedans, les grandes entreprises ou les entreprises qui le font très bien vous absorbent. Ils absorbent, elles absorbent, excusez-moi, votre clientèle d'abord, et la part de clientèle qui vous reste ne va pas vous permettre de gérer vos charges et de payer, voilà, tous les investissements que vous avez faits dans votre entreprise. Alors là, soit aujourd'hui, il faut fédérer, voilà, les entreprises qui sont des petites entreprises, mais dont l'idée ne peut pas durer dans le temps, il faut les fédérer pour qu'elles entrent dans un nouveau processus d'obtention de marché, ou soit carrément elles disparaissent. Mais on ne peut pas, voilà, laisser son entreprise pour soi-disant que je vais un peu, un peu. Aujourd'hui, vous voulez aller un peu, vous mourrez. Soit il faut aller très vite, soit il ne faut pas aller du tout. Aujourd'hui, un peu, ça ne fonctionne plus. Alors vous êtes un chef d'entreprise, un entrepreneur, je suis sûre, ayant réussi. Quels conseils vous pourriez donner à vos jeunes frères qui peut-être viennent de débuter et qui rencontrent beaucoup d'obstacles? Le conseil que je peux donner, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un métier, c'est une vie. C'est vrai que dans le contexte africain, nous avons beaucoup d'hommes d'affaires, nous n'avons pas des entrepreneurs. Un homme d'affaires, il veut avoir du profit sur son argent qu'il investit. Un entrepreneur apporte une solution durable. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est d'abord une solution, une vie à laquelle vous êtes attaché. Vous voulez voir des gens utiliser cette solution, faciliter la vie des gens, apporter un plus, une valeur ajoutée dans la vie des gens. Donc, peu importe l'obstacle, le premier capital, la force de l'entrepreneur, c'est d'abord lui-même. Et toute personne peut abandonner l'entrepreneur, mais lui-même d'abord ne doit pas s'abandonner.
Il doit avoir une motivation qui lui permet de durer dans le temps. Qu'il soit financé, qu'il ne soit pas financé, qu'il soit compris, qu'il ne soit pas compris, sa motivation doit venir de lui-même. Comme la mer qui bouillonne et qui produit des vagues, ainsi est la vie d'un vrai entrepreneur qui lui-même s'auto-motive et que peu importe la situation, il doit demeurer dans le temps. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nathanaël Apidini, d'avoir accepté de partager vos connaissances avec nous. Merci, madame. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis et surtout n'hésitez pas à poser de bonnes bases pour l'évolution de votre entreprise. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficiez de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15. Entrepreneur, le rendez-vous des bonnes affaires.